Bon après-midi à tous. Sous l'effet de la rampe, à nouveau le destin de l'Afrique qui se joue entre les mains de tous ces enfants. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que la politique. Vous avez été servi 2 fois de suite. Et en cette troisième, nous allons à nouveau remettre sous l'action de notre chaîne Save Africa et aussi avec vos nombreuses contributions et réflexions ce qu'est la politique. Et nous nous interrogeons, pourquoi la politique? Pourquoi les humains, et les Africains en particulier, en sont venus à se demander si la politique est
la solution idéale pour leur vécu quotidien. Accompagnons-nous dans cette réflexion de tout ce qui peut être contribution et, à nouveau, nous retrouvons avec nous le grand africain Mobitan Yandaga, dont nous tenons cette pensée, la propension au matérialisme entraîne la lutte des classes, les injustices. Pourquoi donc parler des élus puisque nous vivons de la politique? Bienvenue, grand maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour encore une fois à tous les téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Je voudrais d'abord m'acquitter de cette tâche principale de dire tout simplement que la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, certes, il y a eu beaucoup d'idéologie, il y a eu beaucoup de manières de percevoir la façon de gérer la cité et tout ça, mais le problème, c'est qu'on oublie souvent, c'est que tout bouge, rien n'est statique ici dans ce monde, tout change, et ça fait qu'en permanence, l'homme, avec sa capacité d'adaptation, doit pouvoir à tout moment s'interroger sur ce qu'il faut faire, sur comment faire cette politique et pourquoi la faire en un certain moment donné de la vie, surtout ce moment où le monde est confronté à de nombreuses préoccupations, à des questions qui restent sans réponse, à des problématiques qui n'arrivent pas à trouver des solutions adéquates. Et tout cela doit permettre à l'homme de s'interroger donc dans le présent maintenant pour voir un peu comment est-ce que apporter sa contribution dans l'évolution globale de l'humanité. Merci de pouvoir être disposé à échanger avec nous dans ce sens. Merci de me recevoir dans ce studio. Bienvenue à vous donc, et nous allons entrer dans le vif du sujet en vous demandant tout de même, lorsque vous nous parlez de la politique, et aujourd'hui vous posez la problématique d'une cité idéale, d'un système politique idéal pour l'Afrique. Pourquoi donc cet idéalisme? L'Afrique, vous avez dit pendant les précédentes émissions, il y a eu l'Égypte pharaonique dont vous avez pris l'exemple. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un système idéal. De cette Égypte pharaonique à aujourd'hui, en passant par toutes les autres formes de système politique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, alors il faut donc noter d'abord que nous n'avons pas manqué d'évoquer le fait que s'il y a politique, on ne peut pas parler de la politique sans les acteurs. Et nous avons évoqué le fait que il y a la qualité des acteurs et il y a l'ensemble des acteurs. Nous avons évoqué la question de la qualité des acteurs en parlant par exemple des gens qui doivent être sages et que ce soit les sages qui arrivent, qui peuvent gouverner la cité. Nous avons évoqué le fait que, eh bien, en dehors donc de cette qualité des personnes qui doivent gouverner, il y a bien sûr les gouvernés et ensuite il y a les acteurs institutionnels, par exemple les institutions, qu'elles soient internationales, régionales ou locales. Alors tout cela avec les acteurs principaux qui sont les hommes eux-mêmes et donc qui se subdivisent en gouvernés et gouvernants, eh bien tous ces acteurs-là doivent collaborer ensemble pour pouvoir porter ou apporter le bonheur de la collectivité ou de l'humanité. Or, c'est cette préoccupation qui est la nôtre, qui a été toujours la nôtre, et c'est pour cela qu'il va falloir encore une fois essayer de replacer, de repréciser le contexte de la politique. C'est-à-dire que, est-ce que la politique c'est celle que nous voyons appliquée là aujourd'hui, ou alors la politique c'est autre chose? C'est ce que nous avons essayé de voir jusqu'à maintenant. Et donc, nous sommes disposés maintenant à faire en sorte que nous puissions répondre à cette préoccupation de ce jour. Donc, quelle est la politique, le système de politique idéal pour l'Afrique? Et je parle d'Afrique
je parle de ce continent, je parle du continent africain. Je ne parle pas des Noirs, je ne parle pas d'une race ou d'une tribu. Je parle du continent africain. Parce que chacun qui naît dans une patrie, il a une patrie et il a le devoir de pouvoir apporter sa contribution, que ce soit en idées, en action, en parole et tout, pour qu'il y ait un mieux-être pour tout le monde. Donc, cette préoccupation va être centrale, mais je pense que, étant donné que vous avez donc suivi les différentes interventions des 2 premières éditions de cette question centrale sur la politique, alors je souhaiterais que vous puissiez d'abord donner ces grandes articulations aux téléspectateurs pour que nous puissions maintenant revenir sur le thème de ce jour. Bien évidemment, grand maître, vous avez dit en passant que la politique obéit à l'espace-temps ainsi qu'aux contraintes et aux difficultés de chaque environnement. L'Afrique, de manière spécifique aujourd'hui, est confrontée à des problèmes, on pourrait dire insortirables, comme en langage camerounais. Et nous vous avons suivi définir la politique comme jamais nous l'avons. Cela a été fait jusqu'aujourd'hui. D'aucuns ont dit que c'était l'art de bien mentir. Vous parlez de l'art de gérer toutes les contradictions d'une collectivité, toutes les difficultés et les contrats qui s'opposent à la volonté de l'épanouissement et un bonheur réel. Nous aspirons au bonheur. Les uns disent c'est l'art de bien mentir. Vous parlez du bonheur, vous parlez aussi des idées par rapport à ceux qui doivent construire la cité. Donc c'est un tout que vous êtes en train de mettre ensemble alors qu'on parle d'élection. L'homme n'est pas seulement un être de consommation. L'homme est aussi un être qui a besoin de pouvoir nourrir son esprit, parce que l'homme est en même temps matériel et en même temps spirituel. Donc il a besoin que ces 2 aspects, cette double réalité en lui, puissent être non seulement animés, mais aussi nourris, et surtout, nous devons tenir compte de ce pourquoi nous sommes en incarnation sur la terre. Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que la finalité de l'homme, c'est de vivre sur la terre et de mourir? Où allons-nous? Nous avons encore une fois posé ces questions. C'est pour ça que j'avais voulu que pour le moment, vous puissiez faire comme une sorte de résumé des points forts de ce que j'avais affirmé. Et ainsi, nous allons, en continuant, nous reviendrons sûrement, nous aurons la possibilité d'évoquer les différentes... peut-être on pourrait entrer en détail, mais il est mieux que pour les uns et les autres qu'ils puissent avoir une idée des points forts, des idées fortes qui ont été développées. Ainsi, après, en ayant développé donc le thème d'aujourd'hui, maintenant dans les questions, les gens pourront revenir maintenant pour qu'on entre en détail. Merci donc à la technique de nous permettre de marquer une toute petite virgule pour revenir à nos téléspectateurs et auditeurs. À tout de suite. Merci d'être de retour avec nous. La propension donc au matérialisme entraîne la lutte des classes et les injustices. Pourquoi parler des élus puisque nous vivons de la politique? La politique obéit à l'espace-temps, aux contraintes et aux difficultés de chaque environnement. Et donc l'apparition des villes et autres agglomérations dans les systèmes politiques mondiaux actuels a généré le banditisme, la violence et la transmission aisée des maladies. Il faut préciser que c'est ce que nous avons dit aux dernières émissions. C'est-à-dire c'est bien que les téléspectateurs
se rendent compte que c'est ce que nous avons dit aux dernières émissions. Et maintenant, nous allons évoluer. Hein, c'est bon qu'ils se rendent compte de ça comme ça, parce que sinon, ça sera comme si, bon, c'est une... voilà, c'est ce que je voulais relever. Merci, grand maître, mais nous nous sommes promis de le faire quand nous conclurons avec cette partie, en attendant de vous retrouver. Ainsi donc, la politique, par définition, dixit le grand maître Moubitan Yandaga, est l'art de gérer toutes les contradictions dans une collectivité, toutes les difficultés et tous les contrats qui s'opposent à la volonté de l'épanouissement et à un bonheur réel. On peut alors dire que la politique est l'art de travailler collectivement, de gérer collectivement un peuple ou alors une fratrie de manière à ce que tous puissent arriver au bonheur. L'idée générale est de mettre tout ensemble, du plus grand au plus petit, dans les organisations, de faire prévaloir la volonté de s'associer. On peut partir de la famille nucléaire. La politique, c'est aussi une macrostructure ou une micro-idée ou alors une idéologie qui englobe plusieurs micro-idéologies. C'est ce que, par les organisations internationales comme les Nations Unies, se retrouvent en train de gérer comme les Nations Unies se placent au-dessus des autres États via les conventions internationales ou alors les règles ratifiées sur le plan international. Ces règles priment sur les règles locales et sur le droit local. Il suffit de ratifier soit un traité, soit de façon générale une règle. Et cette règle commune doit obliger les citoyens des autres pays d'en tenir compte parce qu'elle est décidée au plus haut niveau, donc au niveau macro. C'est en cela qu'on peut, à partir des Nations Unies, décider que tout le monde peut être vacciné. À travers les institutions internationales, on peut aussi trouver de manière à ce que l'encontre de votre propre volonté ou celle des populations puisse être annihilée. La politique active et la politique passive qui impliquent des échappatoires et des prises de position basées sur l'ignorance, la lâcheté, fait fuir les autres acteurs potentiels de la société qui refusent de s'y investir. Et alors, même dans cette égocentricité, on a besoin des autres pour faire de la politique, d'où l'apparition de l'intérêt, du parasitisme. Vous êtes un, ça profite si vous refusez de faire de la politique en essayant de profiter des autres, parce que vous refusez de vous engager, de vous donner et d'être une caractéristique ou alors un personnage qui peut apporter de l'aide aux autres. Vous refusez de participer à la vie de la cité et de vous servir que vous-même. Tous les hommes donc, les jeunes et femmes peuvent vivre en harmonie pour l'envol vers un bonheur collectif. Comment donc s'est-il posé la question bâtir cette cité idéale comme réalité structurelle? La réponse, c'est l'homme. L'homme participe de la construction et, à travers l'homme, on peut interpeller les autres hommes qui deviennent des constructeurs et c'est eux qu'on met au centre avec toutes leurs facultés cognitives, émotionnelles, sentimentales, qu'elles soient physiques et dynamisantes. Qui donc peut gouverner? Avant de gouverner, il faut d'abord penser. Mais que faut-il penser? On parle de visionnaire. Pour être un visionnaire, il faut un tracé. Avoir des possibilités d'abstraction, être capable de projection et de prospective. Alors, il faut une autonomisation de l'idée et de l'idéologie. La signature des accords pour la limitation de la prolifération des armes nucléaires ne saurait être une solution pour les Africains. Car, dit-on, qui veut préparer la paix prépare la guerre. Et l'Afrique qui a emboîté le pas aux autres nations en voulant parler de sa sécurité à travers la prolifération des armes. Il faut donc un troisième élément qui est la diplomatie. Et les besoins de sécurité impliquant le temps et aussi l'espace, les dirigeants n'ont pas pensé à
planter des arbres pour peut-être assurer la sécurité alimentaire, mais se sont plutôt mis à développer l'appropriation des armes nucléaires. La guerre froide est apparue et les deux blocs aussi. La bataille du suprémacisme pour les richesses, la notoriété ainsi que le développement de la technologie ont pris le pas sur la réflexion. C'est cette réflexion qui produit les idéologues avec les différents systèmes politiques dont trois grands qui sont identifiés, à savoir le socialisme, le communisme et le capitalisme, d'où la compétition et le libéralisme. Cela a entraîné, disons-nous, le chômage et qui a empêché ceux qui n'ont pas la possibilité de s'épanouir donc à penser. Ainsi donc, qui est le penseur? Le penseur est celui qui a maîtrisé sa panse, son ventre, son bas-ventre, et transféré sa conscience de la partie la plus dense vers le matérialisme pour l'amener vers le centre de son être. Le genre, la contribution des acteurs, les intellectuels ainsi que les masses sont les trois parties ou les trois acteurs qui entrent dans la constitution et la construction de la société idéale. Et par ricochet, on a mis en exergue le fait qu'il faut que l'amour intervienne. Le grand maître parle de la cité idéale qui réunit l'art, la science et la religion que les politicards ou alors les politiciens ont séparés. Logiquement, c'est le lieu d'intermédiation, le lieu de rassemblement entre les religieux et les scientifiques. Parce que lorsqu'on parle des trois blocs, on observe que l'art, la science et la religion ont été séparées et le pas a été pris par la science et l'intellectualisme béat. Il faut pour cela entrer dans les abstractions et devenir un vrai homme, un prophète, un Osiris, un dieu, une divinité. Il faut donc gouverner parce qu'on a des facultés et des pouvoirs acquis à travers une initiation, donc une immersion dans leur propre être, jusqu'à trouver la divinité et fusionner avec elle pour l'intérêt général. Qualités qui sont en opposition de phase avec les vices et les antivaleurs pour aller dans le sens de l'équité, de la justice et même du respect des lois. Fondamentalement, le problème de la transformation ontologique de l'homme humain à l'acteur, au gouvernant, le catalyseur de richesse se pose, puisqu'il a été supplanté par la corruption et le clientélisme. Voilà, en filigrane, Gamette, ce que nous avons perçu de vos précédentes interventions sur la politique de manière fondamentale. Et nous revenons vers vous pour vous demander donc, l'Afrique qui a perdu le sens de la politique dans la gestion de la cité idéale, l'Afrique dont les dirigeants ont suivi ou ont exercé le suivisme à travers lequel ils vivent, les intellectuels, quelqu'un a parlé d'intellectuels, l'intellectualisme a parlé des systèmes politiques. Et nous alors, quel est le système idéal pour l'Afrique aujourd'hui en politique? Bien, alors, merci pour ce résumé et d'avoir souligné les grandes articulations, les grandes idées que nous avons développées pendant les deux précédentes émissions. Je pense que les téléspectateurs pourraient revenir à souhait, s'ils le désirent, pour que nous puissions encore une fois apporter des éléments supplémentaires. Mais comme vous me posez la question de savoir quel est donc le système idéal pour l'Afrique, le système politique, s'entend. Alors, pour que nous puissions parler de système idéal, il faut d'abord placer la politique, comme on dit, dans un mouvement ascensionnel. Je voudrais penser ici au fait que entre la politique, si vous voulez, la politique et la finalité et le but à atteindre, qui n'est rien d'autre que Dieu, qui n'est rien d'autre que le grand esprit,
comme on l'appelle dans certaines traditions africaines, le grand fantôme. Eh bien, entre la politique que nous situons en bas et que nous pouvons aussi considérer comme étant la matérialisation de la volonté divine sur la terre. Je souhaite que cela soit noté. Que la politique, c'est la matérialisation de la volonté divine sur la terre. Ça veut dire que lorsqu'on a compris et qu'on s'est relié à la volonté divine, eh bien, matérialiser cela sur le plan physique, intelligible, eh bien, c'est cela la politique. Et on peut dire que c'est le pôle négatif, l'un des pôles donc de la réalité qu'il y a entre la terre et le ciel, entre la matière et l'esprit. Cela veut dire donc que l'autre pôle, c'est l'esprit. Et entre donc l'esprit et la politique, c'est-à-dire l'art de matérialiser, de rendre l'esprit intelligible sur le plan matériel, entre donc l'esprit, Dieu, si vous voulez, et la politique, il y a donc l'art, la religion et la science. Je tenais à tout prix à placer d'abord la politique dans un contexte qui permet de comprendre que ce n'est pas la politique qui est la finalité, mais la finalité, c'est le pôle positif de la double réalité qu'il y a entre la nécessité vitale de pouvoir se manifester dans le domaine perceptible, intelligible, et le mouvement ascensionnel qu'on doit entreprendre pour atteindre le but. Si nous avons des résultats tels que nous avons avec l'apparition des totalitarismes dans le monde, c'est souvent parce que des gens sincères, des scientifiques, d'un côté, donc qui travaillent davantage l'aspect intellectuel et l'aspect, si vous voulez, de la connaissance, il y a aussi ce qu'on appelle des mystiques qui ont beaucoup travaillé dans le sens de l'exaltation de la morale et donc du cœur, et il y en a d'autres qui ont travaillé dans le sens de l'exaltation de la matière, donc de l'enrichissement matériel et consorts. Et cela donc a entraîné ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien la destruction de l'humanité. Les guerres, les famines, les nombreuses maladies, pour la simple raison que la religion a perdu le nord, la science a perdu le nord, et l'art a perdu le nord. Il n'y a plus de boussole pour conduire ceux qui pratiquent la religion, ceux qui pratiquent la science et ceux qui pratiquent l'art. La boussole est perdue. Le guide n'est plus orienté vers le nord. Or, qu'est-ce que c'est que le nord? Le nord, c'est le lieu, c'est la destination finale de tout être qui vit à travers le processus d'évolution. Et pour comprendre donc le rôle de la politique et pouvoir répondre à la question quel est le système politique idéal, il faut nécessairement donc se placer à l'intérieur de cet axe. Vous pouvez considérer A comme étant la politique, B comme étant la spiritualité. Et donc nous devons aller de A à B. La destination, c'est B. Le point de départ, c'est A. Et c'est dans ce A-là qu'on retrouve toute catégorie de personnes et tous les acteurs, c'est-à-dire les institutions, les acteurs politiques dans le sens de les gouvernants et les gouvernés. Et ensuite, donc, on va gérer ce qu'on appelle le bien public, c'est-à-dire que ce qui appartient à tout le monde. Alors, dès qu'on a perdu dans le nord, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, que ce soit avec les dirigeants occidentaux, que ce soit avec les dirigeants orientaux, les dirigeants moyen-orientaux ou, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Tous ont perdu le nord. Tous n'ont plus la direction
ne suivent plus le mouvement qui permet d'amener l'homme à sa destination. La terre est un pont. La terre n'est pas la finalité. La terre n'est pas l'endroit où l'homme doit rester éternellement. Non. La preuve, la mort est là tous les jours pour nous le rappeler. La maladie est là pour nous le rappeler. La vieillesse est là pour nous le rappeler. Quelle est donc la direction? Quel est le but que nous devons atteindre? On doit atteindre l'état divin originel dans lequel il n'y avait ni souffrance, ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Si c'est ainsi que la politique se fait, alors, comme la nécessité d'atteindre ce but va créer l'organe, alors cet organe, ce macro-organe va donc être l'ensemble des institutions, des organisations, des méthodes, des moyens qu'on mettra donc pour pouvoir atteindre ce but. Et des lignes de force sont rayonnées en permanence par le Créateur des mondes. Il y a des lignes de force. Nous pouvons appeler ces lignes de force les lois. Il y a donc des lois divines, des lois spirituelles, des lois naturelles. Et les hommes essayent dans leur environnement, vivant en commun dans leur densification de l'être, ils votent des lois, ils pensent des moyens qui permettent de pouvoir créer de l'harmonie dans la vie de tous les jours et tout ça. Ces lignes de force existent. On n'a pas besoin de créer un système politique. C'est même parce que nous avons, par prétention, nous nous sommes mis à créer des systèmes politiques que le monde se porte mal. Il y a un système politique idéal qui est universel, mais qui peut prendre des vêtements en fonction du milieu où ce système de ligne de force, se manifeste. C'est ainsi, par exemple, que dans un endroit où il fait très chaud, où il pleut rarement, on pensera à des méthodes qui permettent aux hommes de pouvoir quand même arriver à se substanter en mettant de l'emphase sur la protection du climat, par exemple, sur la rétention de l'eau, sur la protection des sols, afin que les sols soient capables de se régénérer et consorts. On va donc penser dans le domaine de la santé à pouvoir faire en sorte que on puisse faire des politiques qui permettent que les hommes se protègent contre les rayons du soleil pour ne pas développer énormément de cancers de peau et tout cela c'est des politiques. Dans chaque domaine, on pourra donc envisager de penser, de réfléchir et de mettre en place ce qu'on appelle des réponses aux questions et aux préoccupations et aux problèmes, aux problématiques qui se posent dans ces différentes cités, dans ces différents coins du monde. Mais je dis encore une fois, il y a un système universel qui transparaît clairement à travers les lignes de force qui viennent de la surnature. C'est cela qu'ont failli faire certaines, qu'ont essayé, parce qu'ils ont pressenti cela, des gens par exemple qui ont essayé de concevoir des systèmes politiques basés sur la religion. Ainsi, vous avez entendu parler, par exemple, de démocratie chrétienne, vous avez entendu parler de la charia, tu vois cette volonté de pouvoir adapter les lois humaines à la volonté divine, donc à travers les lois que Dieu a transmises à l'humanité, à travers la nature et à travers ses messagers et tout. Alors donc, il y a cette tentative de vouloir... c'est parce que les gens ressentent qu'il n'y a que Dieu qui est capable de mettre en place un système juste, qui est juste pour tout le monde. Mais comme l'homme a cet art, qui sont transmises de génération en génération dans le sang des hommes, cela devient donc un problème de pouvoir faire en sorte que des gens par eux-mêmes, ils puissent penser, parce que leur pensée est corrompue, leurs sentiments sont corrompus, eh bien la corruption ne leur permet plus de pouvoir s'adapter et
se ressouvenir ou se souvenir qu'il y a des lignes de force tracées par celui qui a voulu que ce monde soit. Parce que même un scientifique, je ne sais pas moi, quelqu'un, un ingénieur qui crée une machine, il met quand même, il y a un mode d'emploi. Par exemple, si vous n'utilisez pas cette machine de telle manière, elle va s'abîmer très vite ou elle peut créer des désastres ou elle peut être contre-productive. Mais c'est la même chose. Il y a un créateur de toutes choses qui a donc mis à l'intérieur de tout ce qui est vivant, eh bien, des lois, des commandements, dont un mode d'emploi. Et tant qu'on a quitté ce mode d'emploi pour pouvoir désormais fabriquer des choses qui ne sont pas durables, et quand on pense que l'homme est devenu foncièrement égoïste, alors du coup, vous comprenez pourquoi dans les premières émissions nous avons dit les seules personnes capables de pouvoir conduire le bonheur de la cité et des autres, ce sont des personnes qui sont devenues sages. Et nous allons énumérer quelques-unes des qualités de ces hommes. Un sage est forcément aimant. Un sage est forcément courageux. Un sage est forcément tempérant. C'est-à-dire, la tempérance, la maîtrise de soi, il en fait une condition de son action. Un sage doit être à même de donner, donner et donner afin que tous soient heureux. Un sage doit nécessairement être capable de se départir, de détruire l'instinct de possession, l'instinct de propriété. Il doit détruire ça en lui. Et ces valeurs que j'évoque là, je vais en citer d'autres au fur et à mesure qu'on va avancer, eh bien, ne peuvent pas être amenées à l'existence, même comme elles sont innées, mais elles sont dans le plus profond de l'être, là où se trouve la divinité de l'homme, dans son fort intérieur. C'est là où ces valeurs sont souvent neutralisées par les structures sociales qui se sont construites sur la base de la corruption, de telle sorte que ces valeurs n'arrivent plus à se manifester. Et vous voyez donc des gens apparemment sincères qui tentent donc de proposer des systèmes politiques, et le résultat souvent de ces systèmes politiques, c'est le totalitarisme. Donc la dictature et donc l'asservissement des autres. Quel que soit le bord qu'on prend, qu'on soit socialiste, qu'on soit capitaliste, qu'on soit communiste, le résultat est le même. On arrive au totalitarisme. On arrive à la dictature. On arrive à la disparition des libertés individuelles et collectives. Quel que soit le système que vous prenez. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait à la base. C'est-à-dire le système éducatif. C'est-à-dire, il faut reformer, il faut des nouveaux hommes. Et ces nouveaux hommes ne peuvent apparaître que par un système éducatif basé sur l'initiation. Donc sur la pénétration jusque dans le tréfonds de l'être qu'on appelle Dieu. Pour libérer la potentialité universelle qui y est logée et levée, de manière à ce que par la manifestation de cette toute-puissance, de cette force indomptable, la force du lion, que cela soit possible de pouvoir détruire donc toutes les enveloppes qui empêchent le développement, qui empêchent l'évolution, le progrès, et faire en sorte donc que non seulement l'homme lui-même puisse être transformé, mais que aussi
son environnement puisse être transformé. Parce que qui se transforme, transforme son environnement. Et donc, si nous regardons donc de cette manière-là, on pourrait donc s'interroger, mais alors, nous entendons parler des initiations, il y a des ordres traditionnels, des ordres occidentaux, franc-maçonnerie, Rose-Croix et consorts et tout, mais on se pose la question, mais comment les gens peuvent être donc en permanence dans des systèmes dits initiatiques, mais avec le résultat que nous voyons. Qui gouverne aujourd'hui? Qui dirige l'humanité? C'est bien les dirigeants de ces différents ordres. Même les ordres traditionnels africains aussi. Or, comme nous, on a donc embrassé tout. On a pris les initiations en Orient, on a pris en Occident, on a pris partout, et on a mélangé avec les nôtres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que l'Afrique est quand même le berceau de l'humanité. Ça veut dire que même si les gens partent transformer certaines choses, mais elles sont quand même parties de l'Afrique. Quand nous voyons donc cela ainsi, nous revenons donc à la question centrale. Comment donc faire en sorte que l'axe politique-spiritualité, qui englobe donc science, religion, art, avec tous les sous-groupes que vous pouvez aisément distinguer dans cette triple classification à l'intérieur, comment donc faire en sorte que ça devienne possible actuellement? C'est cela, voilà le vrai problème qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que quand vous me posez donc la question, vraiment je m'excuse d'avoir été long, quand vous me posez la question, quel est donc le système idéal, le système politique idéal pour l'Afrique, je vous réponds, eh bien il faut d'abord transformer l'Africain actuel. C'est après l'avoir transformé qu'il va trouver lui-même les lignes de force qui existent. Il ne va rien inventer. Il va travailler et il va être conduit par la sagesse, par l'intelligence, parce que un sage est d'abord intelligent. Et s'il est intelligent, cela veut dire qu'il a l'intelligence pratique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence qu'on pourrait appeler réflexive. Il a l'intelligence donc pratique, donc il est capable d'amener les choses d'en haut pour les matérialiser en bas. Ce n'est que ce type d'individus qui doivent être donc actuellement formés, transformés, afin qu'ils soient donc maintenant les guides de l'Afrique future. Je vous vois venir avec la question que vous risquez de me poser. Est-ce qu'il y a donc une initiative de ce genre-là? Est-ce que vous connaissez une initiative de ce genre-là en Afrique? Je ne connais que celle qui est née il y a quelques dizaines d'années, à savoir l'école traditionnelle africaine des mystères. Ensuite, l'association Save Africa. Et aujourd'hui, le mouvement politique qui a été créé et dont on en attend l'autorisation et la légalisation est ce mouvement qui s'appelle Union pour le réveil de l'Afrique, Oura. Voilà la réponse que je vous donne. Merci, grand prêtre, d'avoir donc planté le décor quant à la réponse à cette question cruciale sur ce qu'est le véritable système ou alors le système idéal pour l'Afrique. Eh bien, appelez-nous donc, écrivez-nous, chers auditeurs et téléspectateurs, nous en attendons. Le grand maître a empiété, il a déjà emboîté le pas, et faites comme lui maintenant. Venez vers nous et dites-nous ce que vous pensez, dites-nous quel est le côté duquel vous vous trouvez par rapport donc à cette politique de l'initiation. En attendant donc que vous puissiez intervenir, nous allons revenir vers le grand maître pour lui demander, il a parlé tout à l'heure de l'initiation. Il a parlé des différents courants et même des différents systèmes politiques et de la manière à laquelle les autres Africains ont pu s'intégrer ou s'ingérer dans la politique même.
elle est séparée. L'art, la science et la religion sont séparés les uns des autres. Les lignes de force qui viennent. Maintenant, parlons de la socialisation, puisque votre politique est divine. Comment est-ce qu'on peut arriver à socialiser, à convaincre les uns et les autres de pouvoir adhérer à la politique divine s'ils n'en savent rien du tout? L'école existe, l'association Save Africa. Merci beaucoup pour cette marque de sollicitude que vous portez aux Africains et à l'humanité. Mais maintenant, la grande question est comment procéder pour socialiser justement de manière spirituelle la communauté africaine. Bien, je pense que nous avons commencé les processus de socialisation depuis quelques dizaines d'années. Nous avons travaillé progressivement pour d'abord prendre conscience aux Africains et à l'Afrique que tant que l'Afrique attendra son salut d'ailleurs, il ne le trouvera jamais. Parce qu'aucun peuple hors de l'Afrique ne viendra sauver l'Afrique. Ça, c'est quelque chose que depuis près de 40 ans, nous nous sommes démenés à transmettre. Nous avons essayé de dire aux Africains que le Dieu que vous cherchiez en allant dans les religions importées et consorts, ce Dieu est en vous. Vous n'avez pas à le chercher hors de vous. Il est à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce Dieu chez un prédicateur qui vient de Houston ou de Californie ou de France ou de Berlin ou de je ne sais pas trop bien où. Vous n'en avez pas besoin. Le Dieu que vous allez chercher dans les églises, dans les mosquées et tout ça, il est en vous. Combien de conférences, combien d'émissions radio, télévisées nous avons produit depuis des années. Nous avons essayé de dire aux Africains, pour que vous puissiez aspirer à la libération de votre esprit et de votre mental, vous êtes, la route, c'est d'aller pratiquer l'agriculture. Nous l'avons expliqué. Nous avons fait des émissions et des conférences sur Osiris, le dieu agraire. Nous avons dit, pour qu'un homme puisse pouvoir libérer sa potentialité universelle, il doit nécessairement pratiquer l'agriculture. Parce que l'agriculture est la mère de tous les arts, de toutes les religions et de toutes les sciences. Je dis bien, l'agriculture est la mère de toutes les religions, de toutes les sciences et de tous les arts. C'est pour cela qu'un véritable agriculteur réalise la fusion des trois, art, science et religion. Parce que l'agriculteur géométrise, parce que l'agriculteur calcule, parce que l'agriculteur, eh bien, entretient une relation avec tous les éléments de l'environnement. Donc, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'agriculteur est écologiste. Car il sait très bien que pour réussir l'agriculture, il faut que tous les éléments vivent en symbiose. Tous les règnes vivent en symbiose. C'est pour cela qu'il ne négligera rien du tout. Parce que l'agriculteur sait que rien ne se perd. Et que tout marche dans un système de vase clos. C'est-à-dire, je mange, je cultive, je commence par là, je cultive, je récolte, je mange, je libère cela par les excréments. Ensuite, les excréments vont enrichir le sol où je vais replanter des graines qui me permettront de manger encore une fois. Tout cela en vue de quoi? De pouvoir avoir de l'énergie pour avoir l'orientation, pour être capable de pouvoir adorer le Dieu qui est dans mon cœur. Pour être capable d'être en harmonie avec le centre de mon être. L'agriculteur le sait.
Et chaque jour, l'agriculteur voit le soleil. Et il sait que c'est là où se trouve le symbole de la divinité. Car du matin jusqu'au soir, l'agriculteur est en présence du soleil. De temps en temps, la pluie le retrouve au champ. De temps en temps, le vent souffle. De temps en temps, la terre, eh bien, le vent soulève la poussière. Et l'agriculteur baigne dans tout cela. En permanence, il est plongé dans les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. L'agriculteur dont parle là, en permanence, est enseigné par la nature et les lois naturelles. C'est pour cela que dans ce milieu, il découvre tout ce qui est utile pour la vie et pour les autres hommes et les autres êtres vivants. C'est l'agriculteur dans cette mer de toutes les sciences, de tous les arts et de toutes les religions que l'homme doit se pencher. On pourrait dire des vrais dirigeants, les vrais gouvernants doivent d'abord passer par l'apprentissage de l'agriculture. Nul n'entre en politique s'il n'est agriculteur. Voilà ce que nous affirmons. Parce que si vous ne connaissez pas l'agriculture, si vous n'avez rien appris de l'agriculture, si vous n'imaginez même pas ce que produit l'agriculture, il est très compliqué que vous puissiez guider les autres hommes, les autres êtres vivants. Cela n'est pas possible. Parce que c'est dans l'agriculture qu'on apprend à prendre soin de la plus petite minuscule particule de la vie, du plus petit élément collaborateur dans la vie. C'est dans l'agriculture qu'on sait que le puceron qui va venir perforer ma plante est en même temps en train de prendre de l'énergie pour me créer un biotope, un écosystème qui me permettra d'évoluer moi-même dans des bonnes conditions et tout. Il n'y a que l'agriculteur qui peut savoir cela. C'est pour cela qu'il est écologiste. Or, comment pouvez-vous faire la spiritualité si vous n'êtes pas écologiste? La spiritualité est d'abord écologique avant de devenir le reste. D'ailleurs, quand je le dis, je vous montre et je vous rappelle donc l'axe que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir politique, spiritualité. Donc, la politique est essentiellement écologiste. Or, vous voyez aujourd'hui, quand vous entendez parler d'écologie, ben c'est des bribes de machin là, parce qu'on a réussi, parce qu'on a commencé à voir le danger, par exemple, du réchauffement climatique, on commence à courir vers l'écologie et tout. On ne le fait pas par compréhension, par conviction intérieure, mais on le fait tout simplement parce qu'on a peur de mourir. Or, la peur inhibe les possibilités et les facultés humaines. Il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on a peur. On doit le faire parce qu'on en a compris la nécessité. Donc l'humanité à l'heure actuelle doit revenir à elle-même. Elle-même, c'est quoi? C'est le centre de son être. C'est là où sont déposés tous les trésors de l'homme. Et tant que par l'initiation, la vraie, authentique, et je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là, parce qu'on galvaude ce nom n'importe comment. Quelqu'un apprend, il prend un balai, et puis qui lui permet de voler pour arriver à tel endroit, il dit qu'il est initié. Oui, d'accord, il est initié au vol du balai. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle d'initiation, on parle d'un processus dynamique qui permet la transformation ontologique de toute la personnalité humaine de manière à ce qu'il devienne une autre créature qui, elle, est libre et à même de contempler les idées divines. Donc, tant que ce n'est pas cela, vous êtes totalement en dehors de ces lignes de force que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation et insister toujours sur le fait que, eh bien, le système politique idéal, il est déposé en chacun de nous. Il est dedans, au centre de notre être. On l'appelle la loi divine. Dans l'enseignement de Moïse, il est question de la loi qui est déposée
sur la pierre, la table de pierre. Et la table de pierre, c'est le cœur de l'homme. Celui qui se familiarise un peu aux questions initiatiques le comprendrait. Donc, dans le cœur de chaque homme, celui qui est devenu un homme, est et existe la loi inscrite. Et s'il suit cette loi avec toutes les lignes de force qui rayonnent de cette loi centrale, eh bien, il posera l'acte juste. Il aura des pensées justes. Il aura une façon de vivre juste. Il va prononcer la parole juste. Voilà comment est-ce que on doit avoir et on doit pratiquer la politique. La politique, donc, c'est Dieu. C'est le pôle négatif de Dieu. Aujourd'hui, l'agriculteur dont on parle est lui-même un système politique, peut-on le dire ainsi. En vous écoutant développer cet aspect grand maître. Mais on observe tout de même que, même en s'initiant, disons-le ainsi, cet agriculteur qui sort de la mer ou du ventre de la mer de tous les arts, sciences et religions, ne se nourrit plus de ce que Dieu lui donne, de ce que la providence lui apporte comme sagesse. Qu'est-ce que le système éducatif appelé Dieu, que vous préconisez, peut faire pour apporter ou peut faire pour que cet Africain-là puisse comprendre qu'il lui est nécessaire dans son initiation de consommer les fruits que Dieu lui donne, que son Dieu lui donne, venant de son intérieur? Bien, alors, vous reposez la question du leadership. Le leadership, nous en avons déjà parlé, en parlant des gouvernants, de ceux qui ont la qualité et même qui peuvent prétendre gouverner. Et vous savez qu'on n'en trouve pratiquement plus à l'heure actuelle. Alors, il faut donc noter que ce sont les dirigeants du monde qui ont dévié, qui sont les enfants de Seth, de Lucifer, donc de Satan. Parce que il faut savoir que il y a un Dieu créateur, ce qu'on appelle le démiurge. Mais au-delà du Dieu créateur, il y a l'insondable. Alors, le Dieu créateur, le démiurge, a voulu que l'homme soit capable d'expérimenter le bien et le mal. C'est le démiurge qui a voulu ça. C'est pour cela qu'il y a le bien et le mal. Ça veut dire que nous vivons dans un monde des opposés. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. C'est le Dieu créateur, le démiurge, qui a voulu que ce soit comme ça. Alors, l'homme devait donc expérimenter cette dualité, cette dialectique venue à l'existence par le démiurge, le Dieu créateur, afin de pouvoir se surpasser et d'aller vers l'insondable. Or, pour le faire, il fallait qu'il entre dans une antre, si vous voulez, qu'il soit dans un ventre, de manière à ce que, à l'intérieur de cette couveuse, donc de cet utérus, de cette matrice, qu'il puisse donc être à même de se renouveler, de se régénérer, de manière à ce que une autre personnalité apparaisse par transformation, par transfiguration, et que maintenant cette personnalité soit à même de conduire les autres hommes vers la direction qu'on a évoquée à travers l'axe politique-spiritualité. Mais vous voyez bien que comme on est loin de tout cela, c'est cela qui a entraîné que ces dirigeants, dont ces enfants de Seth, les enfants du démiurge,
ben, soient aujourd'hui en train de se battre. Les uns se battent croyant faire du bien, les autres se battent croyant faire du bien, alors que les deux font et le mal et le bien. Alors cela donc va entraîner ce que nous connaissons aujourd'hui jusqu'à ce que même le système, la politique agricole, n'est plus la politique agricole voulue par le Dieu créateur, dont le démiurge. Maintenant, c'est les hommes qui ont inventé la politique agricole actuelle basée sur la fabrication des produits chimiques, fongicides, pesticides, herbicides et tous les cides que vous connaissez, qui détruisent donc complètement l'environnement et qui ont pénétré en Afrique jusque dans les villages, entraînant des maladies qui jusqu'à maintenant n'existaient pas en Afrique, affaiblissant même le système de santé africain. Parce que vous voyez, il y a quelque chose que les gens ne perçoivent pas. Parce que l'introduction de tous ces produits chimiques et même médicamenteux et tout le reste a donc rendu presque inopérant le système de santé traditionnel africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africain, le thérapeute africain est obligé de dire vraiment, ça va, c'est elle qui t'a fait du mal, c'est tes parents qui t'ont fait du mal, c'est elle qui t'en veut du mal. Parce qu'en fait, il se rend compte que les produits qu'il utilisait et qui marchaient convenablement dans le passé, ça ne marche plus. Il est obligé de s'avouer vaincu et de dire que sûrement on t'a fait du mal, c'est la sorcellerie et tout cela. Et vous connaissez tout cela. Alors que c'est parce que le médicament, l'herbe qui soignait hier le paludisme, n'arrive plus à soigner le paludisme parce que l'herbe en question est totalement polluée par les activités anthropiques modernes et par l'utilisation massive de tous les produits chimiques, y compris tous les avions, tous les fusées, toutes les armes qui sont dans l'espace et qui produisent des éléments pestilentiels. Ça fait que même le végétal n'a plus tout à l'homme et les maladies deviennent donc de plus en plus difficiles à soigner, y compris en Afrique, là où la véritable médecine a commencé depuis l'aube des temps. C'est un pan très important qu'il faut noter parce que on traite désormais le soignant africain de oui, ne peut plus soigner telle maladie, incurable et consorts et tout. Oui, mais parce que lui-même il n'arrive pas à comprendre que l'atmosphère a changé. Il ne comprend pas. Il ne sait pas que l'écorce qu'il utilisait la dernière fois là et tout, à partir du moment où les gens sont venus couper un tas d'arbres dans la forêt, et que ces arbres vivaient en symbiose, et que l'écorce en question était efficace parce qu'en même temps, il y avait d'un côté le padouk, il y avait de l'autre côté les singanes, il y avait de l'autre côté machin là, l'iroko, il y avait à côté la cajou, il y avait de l'autre côté le fraquet, il y avait de l'autre côté le baobab, il y avait ainsi de suite. Donc tout ça créait une synthèse avec une chimie naturelle extraordinaire qui donnait donc à chaque plante le rôle qu'elle devait jouer et on avait des résultats extraordinaires. Maintenant, c'est devenu compliqué. Là où le traitant allait prendre l'herbe pour pouvoir soigner, évidemment, l'endroit est déjà pollué. On a désarticulé l'endroit en question. Vous voyez, je ne veux pas être exhaustif, parce qu'on est sur un sujet quand même, tu vois, qui demande qu'on reste un peu bon, dans le domaine de la pensée et tout cela, mais je voulais évoquer ça pour comprendre que les mutations, les modifications structurelles et de l'atmosphère et des hommes eux-mêmes ont rendu nécessaire l'apparition des nouveaux hommes. Ces nouveaux hommes sont seuls, capables d'être, comme il a été dit dans certains livres sacrés, ils peuvent donc devenir le sel de la terre. Ce sont ces nouveaux hommes qui peuvent purifier la terre. Parce que, étant écologistes, ils se battront corps et âme pour qu'on ne puisse plus détruire les plantes qui devaient nous apporter des éléments pour notre santé permanente. Les arbres, les herbes, la nature,
la terre, l'eau, l'air et tout cela, nous soignent même sans qu'on s'en rende compte. Tous les jours, c'est leur rôle. Parce que nous sommes les enfants de la terre et du ciel. Et donc du soleil et de la lune et tout ça. Donc tout ça contribue à notre santé. Mais à partir du moment où on a dénaturé et que nous-mêmes, on a suivi aveuglément la direction qu'ont imprimé les penseurs corrompus. Voilà le résultat. Nous n'arrivons même plus à gérer même nos propres maisons, notre propre famille. L'Africain est arrivé à ce stade. Puisqu'il n'a même plus de famille, l'Africain n'a plus de famille. Le père et la mère ont envoyé l'enfant à l'école. Dès le bas âge, à partir de l'âge de 2 ans, on commence. Vous appelez quoi les premiers trucs là? Quand l'enfant est bébé. Non, non. La crèche. La crèche. De la crèche, on passe à la maternelle. Prématernelle. Prématernelle, maternelle. Maternelle, initiation. Initiation, préparatoire. Préparatoire, élémentaire. Élémentaire, moyen. Moyen, machin et tout, on entre dans le secondaire. Secondaire, universitaire. Fini, la famille a disparu. Voilà comment on a fait disparaître la famille africaine. Et personne ne s'en rend compte. Et donc, si la famille a disparu, ça veut dire qu'il n'y a plus de gestionnaire de famille. Parce que la véritable gestion de la cité commence par la gestion de la famille. Comment donc vous allez faire? Il faut une nouvelle Afrique. Et je voudrais encore toutefois insister sur le fait que cette nouvelle Afrique a déjà commencé à exister il y a quelques dizaines d'années. C'est pour cela que nous avons créé un village modèle à partir duquel nous expérimentons avec la grâce, la miséricorde imméritée de Dieu, nous expérimentons l'avènement d'une nouvelle Afrique. Et je peux vous dire, nous sommes sur la bonne voie. Merci, grand maître. Allons donc découvrir en images ce qu'est cette nouvelle Afrique que vous nous proposez avec tant de fierté. Nous espérons que vous avez dansé avec nous en parcourant donc le nouveau continent africain. Et retrouvons dans ce studio le grand prêtre africain, Moubitan Yandaga, à qui nous demandons, il a parlé du leadership tout à l'heure, mais parlons un tant soit peu, grand maître, de la peur du changement dans l'initiation. Vous subodorez, quand on vous écoute, la destruction de l'instinct de propriété, de tous les antivaleurs.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'Union pour le réveil de l'Afrique, puisque vous trouvez que les Africains sont en train de dormir. Et quand ils vont se réveiller, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Eh bien, ils vont trouver une nouvelle Afrique qui a commencé à se manifester depuis longtemps, parce que vous savez que même dans les processus d'apparition de la vie et des structures, ça commence d'abord par un point, quelque part. Et puis progressivement, ça grandit et ça devient progressivement visible par tous et de tous. Donc, quand ils vont se réveiller, ils vont trouver qu'il y avait déjà un point de départ. Ils vont trouver que le jour s'est levé. Ils vont trouver Bouissi. Ils vont trouver la lumière du soleil, la lumière du jour. Et du coup, elle va les éblouir d'abord, dans un premier temps. Et c'est le cas en ce moment, parce que quand les gens regardent ce village, même en image, ou même quand vous venez visiter, vous vous demandez si vous rêvez ou si vous êtes dans la réalité. Pourtant, vous êtes dans la réalité. Donc, il y a d'abord cet émerveillement. Donc, quand ils vont voir, ils seront éblouis, ils seront émerveillés. Après, par la beauté et l'attraction et de tout ce qui s'y passe à l'intérieur, ils vont donc se mettre maintenant à suivre la route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il n'y a personne qui, en lui, n'a pas, de manière consciente ou inconsciente, le désir du bonheur, le désir de l'épanouissement. En chaque être vivant se trouve, eh bien, ce germe de vouloir être heureux. Donc nous comptons pouvoir donc continuer à travailler. Et c'est pour cela que nous avons mis une emphase sur la formation et la transformation des jeunes pour que dans l'avenir, que ce travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant ne soit pas vain, mais qu'il puisse produire réellement des fruits. Et nous avons voulu rendre cela concret. J'avais entendu un homme politique un jour dire, celui-là qui ne sait même pas gérer une épicerie, il dit qu'il veut devenir chef d'État. Ça, c'est une parole de quelqu'un qui a de la jugeote. Parce que comment tu peux me dire que tu vas m'apporter du bonheur si tu es malheureux toi-même? Comment si tu ne peux même pas gérer ton environnement? Tu ne peux même pas te gérer toi-même. Comment tu vas m'apporter? Tu vas gérer les hommes. Tu ne peux pas. Donc ça demande un apprentissage progressif qui part d'abord de la gestion de soi-même. Ensuite, la gestion de son environnement immédiat. Et ensuite, maintenant, vous pouvez gérer une structure macro. Mais moi, ça m'amuse quand je vois des hommes politiques qui se prétendent être, parce qu'ils ont fait des slogans, et des gens se mettent à les suivre parce qu'ils sont perdus, désespérés, et ils croient qu'ils sont devenus des hommes politiques, et puis ils sont c'est des stars et tout. Non, ça n'a rien à voir, messieurs. Devenir un homme politique, c'est un processus de construction qui prend du temps, messieurs. C'est pour cela que vous voyez que dans certains États dits développés, vous voyez des gens qui cherchent à devenir chef d'État pendant qu'il a 70 ans, 80 ans, et même plus. Parce qu'il a pris le temps de se former. Je vois ici des Tintins qui viennent, qui n'ont même pas pu gérer, je dis bien même, je ne sais pas quoi dire, hein. Mais grand-mère, on parle de la gérontocratie, de ces gouvernements avec des vieillards. Mais comment des gens qui n'ont pas... Mais le vieillard a géré la maison, il a géré les femmes, il a géré les enfants, il a géré la vie, il a géré les contradictions et tout ça là. Il a eu la maturité nécessaire. On dit qu'il n'a plus de... Toi, tu arrives, mais regardez ce qui se passe en France avec le soi-disant jeune là. Mais non, non, ne me faites pas sortir de mes gonds. Non, sortez pas de vos gonds surtout. Alors, vous vous rendez compte? Et on a dit les jeunes, les jeunes. Regardez le résultat des jeunes, de la jeunesse. Mais regardez, est-ce que c'est loin? Il vient de prendre encore un autre Tintin, il est Premier ministre. Mais voilà le résultat de la jeunesse. Et dès qu'on monte, on vote directement une loi pour interdire
aux Français désormais de ne plus rien dire, de ne plus contredire, hein, de ne plus librement critiquer quoi que ce soit. Tu essaies de dire, allez, 390 € d'amende, et après ça, tu finis jusqu'en prison. Voilà la jeunesse. Mais c'est dangereux ce qu'on fait là. Mais attention, mais avant de désigner quelqu'un, de donner une médaille à quelqu'un, il faut quand même qu'on voit des faits d'armes. Quel fait d'armes tu as pour dire que tu vas venir devenir, tu vas diriger, tu vas gérer la cité? Tu as quel fait d'armes? Tu as quel fait d'armes? Lesquels? Donc des gens viennent comme ça, après un matin, vous allez entendre comment on va dire, oh bon voilà, celui-là il est fils de président, lui aussi bon il faut qu'il devienne président, et il y a des milliards qu'il a accumulés, lui aussi veut être chef d'État, il a 30 ans et tout, et c'est lui qu'il faut voter. Vous vous rendez compte? Et comment les gens peuvent s'amuser avec la vie des gens? Non mes chers amis, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Non, c'est une construction avec l'axe dont je vous ai parlé, l'axe politique, spiritualité. Ah non, il faut absolument. Et bien alors quand je vois, les gens, dès que quelqu'un a l'argent, c'est pour cela que les gens pillent. Hein, les politiciens jonglent. Hein, et ainsi de suite, là, ils font des choses et tout, et puis ils trompent le peuple en parlant des slogans, ils font des semblants d'opposition, de pouvoir, de machin et tout, et puis les gens sont perdus. Ah non, il faut que les Africains deviennent lucides. Et donc, le système politique, je vais évoquer cela sûrement puisqu'on n'a pas fini. On va entrer dans la 4e phase. Hein, la semaine prochaine, on va encore parler politique. Parce qu'il va falloir maintenant essayer de voir est-ce que l'Afrique auparavant a pu fonctionner et comment avec un système politique. Nous allons regarder ça. Et nous verrons donc si l'histoire ne peut pas se répéter. Donc ce n'est pas la première fois que les hommes sur la terre se sont interrogés sur la question de la gestion de la cité. Puisque dès que tu as déjà un enfant et une femme, la politique a déjà commencé. Tu vas résoudre les problèmes qu'on résout dans le cadre d'un pays. Rien que quand vous êtes déjà à 3. Il faut de l'eau. Il faut de l'électricité. Il faut l'éducation. Et il faut les loisirs. Et il faut le terrain de jeu. Il faut la santé. Il faut tout. 3 personnes seulement. Et des gens qui n'ont jamais géré ça, ils veulent diriger un pays. Vraiment, il faut le faire. Il y en a quand même un maire. Les gens deviennent maires. Ils ne s'est même jamais marié. Il ne s'est jamais marié. Hein. Il est maire. Ou bien elle est mère. Célibataire endurci. Parfois tu vois quelqu'un, le mariage l'a dépassé. Et puis il se retrouve en train de faire le bail Amsel en passé par là et devient maire. Mais il faut qu'on cesse avec ça. La revendeuse qui deviennent... Mais bien sûr. Hein? Avec qui les vote alors? Mais tu vas retrouver, hier, une femme qui vendait les beignets au bord de la route, elle est déjà mère. On peut dire que c'est la volonté du peuple tout de même. Mais attendez, faites attention. Oui, mais la volonté d'un peuple qui est totalement aveuglé. C'est ça le problème. Avec votre histoire de démocratie sur laquelle on va revenir. La prochaine fois, vous allez voir, on va parler. Non, peut-être qu'on va faire cette émission sur la politique. Il y a encore beaucoup de choses. Le champ est vaste en politique. Donc nous devons savoir que si nous continuons comme ça, tel que les choses se passent actuellement, eh bien l'Afrique risque de sombrer dans une guerre interminable, civile interminable, de laquelle personne ne se relèvera. Donc il est temps de profiter de la dégringolade du prédateur qui actuellement cherche à s'accrocher, hein, parce qu'il est déséquilibré. C'est là où il faut profiter maintenant pour faire une Afrique nouvelle à partir de son réveil certain. Et nous avons des arguments, des outils et des moyens pour arriver à cela. On dirait que vous visez à cette fois à dévorer de prédateurs. Hein. Tout juste derrière vous, il y a l'image d'un lion. Pourquoi?
Ah, ouais, vous savez... Vous êtes préparé à aller dévorer tous ces prédateurs? Eh ben, vous connaissez Sekhmet dans la mythologie de l'Égypte ancienne. Sekhmet dévore les hommes qui s'opposent au bonheur des hommes. C'est ça que Sekhmet fait. Quand vous vous opposez à la volonté divine, que les gens soient heureux, Sekhmet vous dévore. C'est pour cela que Sekhmet est là. Donc, rassurez-vous. Hein. Le lion est toujours là, en train de dévorer tout ce qui s'oppose à l'intention divine. Merci d'avoir grand prêtre pris les dispositions pour une sécurité, une protection absolue par rapport à ce que vous avez accompli comme mission. Alors, quelqu'un nous a écrit, merci déjà. Bon après-midi à vous, monsieur Aloïs Paul, qui nous dit « Bonjour Sève-Africa, que pensez-vous du fait que le système politique et particulièrement celui de l'emploi soit basé sur le niveau d'études et donc sur les diplômes ?» Ça pose toujours le problème du système éducatif. Un système éducatif basé sur les diplômes et tout, vous avez vu les résultats, non? Mais les résultats sont là, bien sûr, mais c'est criard. Donc cela veut dire que ce n'est pas ça qu'il faut. Dans ce nouveau système que nous proposons, ça ne sera jamais cela. Si quelqu'un veut accumuler les diplômes et tout ça, il n'aura qu'à le faire. Dans un système, machin, on veut les compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Et tu le prouves. Tu sais dépanner la voiture? Tu dis oui. Mais la voiture, voilà une voiture en panne, va dépanner. Si tu réussis à la dépanner, on te met là où tu mérites. C'est tout. Je crois que ce n'est pas compliqué. Hein? Pas du tout compliqué. Voilà quelqu'un qui est malade. Tu dis que tu es médecin, on s'en fout si tu as le diplôme ou pas. Guéris-nous le malade. Là. Tu as dit que tu as fait médecine. Alors, nous te donnons ces gens qui apparemment sont en bonne santé. Travaille pour qu'ils ne soient jamais malades pendant 1 an, 2 ans. C'est ça qui va nous prouver que tu es médecin. Dès que tu as fini ça, tu passes. Tu es médecin. Vous avez compris ce que nous disons? C'est ça le nouveau système. Tu sais vigner un palmier? Tu es vigneron? Non, je n'ai pas besoin de diplôme de vigneron. Parce que bientôt, il y aura les diplômes de vigneron en Afrique. Hein. Vous allez voir. Quand les gens vont recommencer à boire le vin de palme et non les whisky, les bières importées et consorts, ils vont revenir au vin de palme. Et il y a des établissements scolaires comme les fondateurs et le système mercantile, ils vont dire que non, désormais ça va rapporter beaucoup d'argent, on crée les écoles pour avoir le diplôme de vigneron en chef. C'est fini. Il y aura des diplômés qui seront des vignerons. Alors, quand tu vas venir avec ton diplôme, on dit que ça ne nous intéresse pas. Sors-nous du bon vin, voilà le palmier. Tu veux faire ça en combien de temps? Tu dis en 2 jours ou 7 jours. Allez-y. Au 8e jour, on vous attend. On fait le point. On regarde la qualité du vin que vous avez apporté et tout. Après, on regarde, on dit désormais, vous avez telle responsabilité. Vous allez coordonner une équipe de plusieurs apprentis vignerons. Voilà le nouveau système. J'espère que c'est compris par les uns et les autres. Alors, l'autonomisation de l'idée et de l'idéologie. Vous avez parlé de ces Africains qui, de manière éparse, reçoivent de partout ces idées préconçues, tout ce qui a existé avant même qu'eux ne viennent penser. Et ils sont dans la pense. Et la plupart n'ont pas encore maîtrisé cette pense, puisque c'est de cela que vous parlez aussi. Le message que vous prenez ou que vous véhiculez vient du fait que celui qui a maîtrisé la pense seul peut penser. Est-ce que les Africains ils en sont déjà... Non, pas encore, pas encore. Parce que regardez aujourd'hui, là, on a encore des problèmes d'insécurité alimentaire. On a encore des problèmes d'insécurité alimentaire. Et même l'insécurité, même psychique. Parfois, l'Africain a la nourriture, il a faim. Il a tout pour manger et il dit qu'il a faim. Il y a les mangues, il y a l'avocat, il y a les safous, il y a les noix de palme. Et machin là, tu lui demandes, il est là, hein, autour de tout ça. Tu demandes, mon ami, depuis le matin, tu as mangé? Il dit non, je n'ai pas encore mangé. Pourquoi? Il dit que je n'ai pas encore préparé. Tu n'as pas encore préparé quoi? Il dit la viande et le poisson.
Vous voyez, mais on va aller où avec ça? C'est compliqué. L'Africain est arrivé au stade où, pour lui, manger veut dire manger la viande et le poisson. Il faut une décolonisation totale de ces mentalités. Il y a du travail à faire. Hein. Le gars est assis là, il y a tout. Les avocats, tout est autour de lui. Mais il a faim. Il faut régler ça. C'est très important. Alors Aloïs revient et nous dit, que ferez-vous des conventions si le diplôme n'est plus mis en valeur? Quelles conventions? Les conventions internationales, c'est ça, non? Bien sûr. C'est elles qui veulent que les diplômes puissent correspondre, le travail corresponde au diplôme reçu. Mais allez aux États-Unis, allez désormais dans certains pays, en Scandinavie, hein, dans certains pays de l'Europe de l'Est et tout ça là, vous allez voir, ce n'est plus le diplôme qu'on regarde. Hein. Ça c'est clair, parce que les gens ont compris. Les gens ont déjà compris. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ne comprend pas encore. Parce qu'on est encore en train d'imiter l'Occident. On est en train de suivre encore les traces de l'Occident. Dès qu'on va s'arrêter pour regarder autrement, les choses seront différentes. Donc les conventions, c'est des histoires à dormir debout. De même que les gens, les Africains qui ont fait des coups d'État ces jours-ci sont en train de déchirer tous les accords avec la France et consorts. C'est la même chose que toutes ces conventions vont être déchirées. C'est tout. C'est en cours, c'est fini. Alors, nous tirons vers la fin de l'émission Grand Poète africain. Et pour la sortie, nous allons vous demander, lorsque vous parlez des penseurs, ces Africains qui ne pensent pas, on revient là-dessus puisque c'est important. Alors, la grande question maintenant, pour sortir comme nous l'avons dit, comment donc transférer la conscience de la partie la plus dense du matérialisme pour l'amener vers le centre de l'être? Eh bien, initiation. Ben, nous avons dit ça pleinement depuis le début. Ça passe par une initiation, une discipline de vie, une rigueur morale. Ça passe par l'éveil de l'intelligence. Ça passe par la manifestation des facultés supérieures de l'homme. Ça passe par la pénétration dans le domaine de la pensée abstraite. Ça passe par la maîtrise de ses sens. Ça passe par le contrôle de ses mouvements vitaux. Ça passe par la qualité de l'alimentation. Ça passe par la qualité de son environnement. Ça passe par le choix des vrais guides. Ça passe par tout ce qui permet de conduire l'homme au renoncement de tout ce qu'il y est, de tout ce qui est corrompu pour entrer dans la pureté, dans la perfection. J'en profite pour dire à tous ceux qui distillent des pensées, qui répètent ce que les gens ont pensé en Occident et qui parfois mettent ça dans les réseaux sociaux. Vous voyez, un homme se lève le matin, comme il cherche des choses aussi pour que les gens le lisent à Facebook, il dit par exemple, la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas atteindre la perfection. Messieurs, vous êtes celui qui dit ça. Vous êtes un ignorant. Vous êtes un ignorant de la pire espèce. La perfection est possible dans ce monde. Ce n'est pas comme vous dites un idéal, non. Ce n'est pas utopique. Ça se réalise à travers un processus initiatique que souvent vous n'êtes pas capable de pouvoir suivre. Parce que vous en connaissez les exigences. Vous savez qu'il faut laisser l'alcool. Vous savez qu'il faut cesser d'aller dans les boîtes de nuit. Vous savez qu'il faut cesser de voler, de tricher, de mentir. Vous savez qu'il faut cesser de violer. Vous savez qu'il faut cesser de faire l'homosexualité. Vous savez tout ça. C'est ça que vous fuyez et vous dites que la perfection n'est pas possible. Chers amis, ne dites jamais ce genre de choses. Ou vous qui entendez ça, n'y croyez pas. Vous pouvez devenir parfait. C'est même ça le but de l'initiation. Partir d'un homme, d'une personnalité corrompue pour devenir un saint. C'est faisable, c'est réalisable. C'est même ça l'axe politique, spiritualité. Et donc tout le monde peut s'y engager.
nous sommes très lucides. La perfection peut s'atteindre ici-bas, pendant que nous sommes vivants ici. J'engage les jeunes, je les invite à en faire un credo. Oui, faites-en un élément de votre credo. Croyez en cela. La perfection est possible. Elle est réalisable dans ce monde. Mais c'est seulement par une voie initiatique et il faut retrouver un vrai guide. Pas des enchanteurs, pas des usurpateurs, pas des séducteurs, mais plutôt des vrais guides. Ils sont certes rares, mais il y en a. C'est avec ça que je voudrais évidemment vous accompagner, puisque vous clôturez déjà l'émission, en disant donc que nous sommes disponibles pour continuer encore à parler de cette question de la politique samedi prochain à la même heure. Merci, grand maître. Et c'est le lieu également de remercier tous nos gentils téléspectateurs et téléauditeurs de nous avoir accompagnés durant tout ce parcours pour cette journée. Nous sommes partis du point A vers le point B et nous espérons l'avoir atteint en votre compagnie. Samedi prochain, ce sera une nouvelle journée de cogitation et de réflexion, mais surtout d'initiation, sur la chaîne Save Africa TV, en compagnie du grand prêtre africain Mobitan Yandaga. Merci encore et retrouvons-nous donc la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h30.